septembre 490 avant Jésus-Christ. Le soleil se lève sur une plage grecque qui va changer le cours de l'histoire. Sur le sable doré de Marathon, à 40 km au nord-est d'Athènes, deux mondes se font face. D'un côté, la plus grande machine de guerre que la Terre ait jamais portée, l'empire perse achéménide de Darius Ier. De l'autre, une poignée de citoyens grecs qui refusent de plier le genou. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter quelques années en arrière. L'empire perse s'étend alors de l'Inde à l'Égypte, engloutissant tout sur son passage. Cyrus le Grand avait posé les fondations, Darius Ier avait bâti l'édifice. Un colosse territorial qui fait trembler le monde antique. Mais en 498, quelque chose d'impensable se produit. Les cités grecques d'Ionie, sur la côte ouest de l'actuelle Turquie, osent se révolter contre leur maître perse. Ces rebelles ne sont pas seuls. Athènes et Érétrie, deux cités de Grèce continentale, leur envoient des navires et des soldats. Une erreur que Darius ne pardonnera jamais. Quand les Athéniens et leurs alliés débarquent en terre perse, ils ne se contentent pas de libérer leurs frères ioniens. Ils poussent jusqu'à Sardes, l'une des capitales provinciales de l'Empire, et commettent l'irréparable. Ils pillent la ville et brûlent le temple d'Ahura Mazda, sanctuaire sacré des Perses. L'humiliation est totale. Jamais personne n'avait osé frapper l'Empire perse au cœur de ses terres. Darius entre dans une colère terrible. Il fait exécuter le messager qui lui apporte la nouvelle, puis convoque ses généraux. L'ordre est simple, rayer Athènes de la carte. En 492, la machine de guerre perse se met en branle. Une flotte gigantesque, forte de plusieurs centaines de navires, prend la mer sous les ordres de Mardonius, gendre de Darius. L'objectif, longer la côte Thrace puis descendre vers Athènes. Mais les dieux en décident autrement. Au large du mont Athos, une tempête d'une violence inouïe s'abat sur la flotte perse. Les vents déchaînés brisent les navires comme des jouets. Les vagues engloutissent des milliers d'hommes. En quelques heures, l'expédition punitive de Darius disparaît dans les flots. Les survivants, trempés et humiliés, regagnent l'Asie la queue entre les jambes. Pour Darius, c'est un affront supplémentaire. Non content d'avoir subi l'insulte athénienne, voilà que les éléments eux-mêmes semblent protéger ces Grecs insolents. Mais le grand roi des Perses et des Mèdes n'est pas homme à abandonner. Il donne l'ordre de préparer une nouvelle expédition, encore plus massive, encore plus déterminée. En 491, les émissaires de Darius sillonnent la Grèce. Leur message est simple, terre et eau. Ces deux mots résument l'ultimatum perse. Les cités grecques doivent offrir symboliquement la terre et l'eau de leur territoire en signe de soumission totale. Qui refuse sera anéanti. La plupart des cités plient immédiatement. Face à la réputation terrifiante de l'armée perse, la résistance semble suicidaire. Mais deux cités refusent catégoriquement, Athènes et Sparte. Pire encore, elles massacrent les ambassadeurs de Darius, jetant leurs corps dans des puits. C'est une déclaration de guerre dans les règles. À Sparte, les émissaires perses sont précipités dans le puits de Kaiadas, gouffre où la cité jette traditionnellement ses condamnés à mort. À Athènes, ils subissent le même sort. Ces gestes d'une audace folle marquent la rupture définitive entre l'Orient despotique et l'Occident naissant. Darius reçoit la nouvelle avec un mélange de rage et de satisfaction. Enfin, ses ennemis sortent de l'ombre. Il convoque ses meilleurs généraux, Datis le Mède, un stratège expérimenté qui a conquis des dizaines de cités, et Artapherne, son neveu, héritier d'une lignée de conquérants. Ensemble, ils vont mener la plus grande expédition punitive de l'histoire, printemps 490. Dans tous les ports de l'Empire perse, du Bosphore au Nil, résonne le bruit des préparatifs. 600 navires de guerre sont rassemblés, plus une flotte de transport capable d'acheminer une armée entière. Sur les quais s'entassent des montagnes de vivres, d'armes, de matériel de siège. Cette fois, rien n'est laissé au hasard. L'armée qui embarque défie l'imagination. Les chiffres exacts restent débattus. Hérodote parle de plusieurs centaines de milliers d'hommes. Les historiens modernes estiment plutôt entre 20 000 et 50 000 soldats. Mais tous s'accordent sur un point. Jamais force d'invasion plus redoutable n'a pris la mer. Au cœur de cette armée marchent les immortels, gardes d'élite de l'empereur. Ils portent ce nom car leur effectif reste toujours constant à 10 000 hommes. Chaque mort est immédiatement remplacé. Couverts d'écailles dorées, armés de lances et d'épées courbes,
Ils forment l'épine dorsale de toutes les conquêtes perses. À leur côté avancent des contingents de tout l'Empire, archers scythes aux flèches empoisonnées, cavaliers partent montés sur leurs chevaux nerveux, fantassins mèdes disciplinés comme des machines de guerre. Mais l'expédition compte un atout secret, Hippias, l'ancien tyran d'Athènes. Chassé de sa cité 20 ans plus tôt, ce vieillard amer ronge son frein dans l'exil. Il connaît chaque route, chaque défense, chaque faiblesse de sa patrie. C'est lui qui conseille aux Perses de débarquer à Marathon plutôt que directement devant Athènes. Cette plage offre un terrain idéal pour la cavalerie perse, loin des fortifications athéniennes. Début septembre 490. La flotte perse apparaît à l'horizon, voile gonflé par le vent du large. Sur les collines de l'Attique, les guetteurs athéniens sentent leurs genoux trembler. Ils n'ont jamais rien vu de pareil. Cette armada recouvre la mer aussi loin que porte le regard. Les Perses font escale à Érétrie, en Eubée. La cité résiste 6 jours avant d'être emportée par l'assaut. Datis ne fait pas de quartier. Érétrie disparaît dans les flammes. Ses habitants sont enchaînés pour être déportés vers la Mésopotamie. Le message est clair. Voilà le sort qui attend ceux qui défient l'Empire. Puis la flotte met le cap sur l'Attique. Le 12 septembre au matin, les premiers navires perses touchent le sable de Marathon. Le débarquement commence aussitôt. Pendant des heures, soldats, chevaux et matériel se déversent sur la plage. Bientôt, toute la baie grouille d'activité. Les Perses établissent leur camp, creusent des palissades, dressent leurs tentes multicolores. Depuis les hauteurs qui dominent la plaine, des bergers terrorisés assistent au spectacle. Jamais ils n'auraient imaginé voir tant d'hommes armés fouler le sol de leur patrie. Certains prennent leurs jambes à leur cou pour porter la nouvelle à Athènes. D'autres restent, hypnotisés par cette marée humaine qui s'étale sous leurs yeux. Dans les rues d'Athènes, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les Perses ont débarqué. L'ennemi tant redoué foule enfin le sol grec. Partout, c'est la panique. Les femmes pleurent, les enfants se cachent, les vieillards invoquent les dieux. Mais sur l'agora, les citoyens se rassemblent. Car Athènes n'est pas une ville comme les autres. C'est la première démocratie de l'histoire, où chaque citoyen libre a son mot à dire sur le destin de la cité. L'Assemblée se réunit en urgence. Que faire face à cette menace mortelle? 2 camps s'affrontent. Les uns, menés par certains aristocrates, prônent la négociation. À quoi bon sacrifier des milliers de vies dans un combat perdu d'avance? Mieux vaut se soumettre et espérer la clémence de Darius. L'Empire perse n'est pas cruel avec ceux qui se rendent sans combattre. Les autres, conduits par Miltiade, refusent catégoriquement. Ce stratège d'une 50aine d'années connaît les Perses pour avoir combattu à leur côté en Thrace. Il sait de quoi ils sont capables. Vous croyez qu'ils nous épargneront? Lance-t-il à l'Assemblée. Ils viendront réclamer nos enfants pour en faire leurs esclaves, nos femmes pour leur harem, nos richesses pour leurs coffres. Athènes libre mourra avec nous ou ne mourra pas. Le débat fait rage toute la nuit. Finalement, la démocratie tranche. Athènes se battra. Les dieux sont témoins de cette décision historique. Pour la première fois dans l'histoire, un peuple libre choisit de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Mais comment affronter l'armée de Darius avec les seules forces athéniennes? Miltiade dépêche aussitôt des messagers vers toutes les cités grecques. L'heure est à l'union sacrée face au péril perse. La déception est amère. Une à une, les réponses arrivent. Thèbes se déclare neutre. Corinthe invoque des problèmes internes. Égine prétexte une épidémie. Seule Platée, petite cité béotienne liée à Athènes par un traité d'alliance, accepte d'envoyer ses hommes. 1000 soldats platéens prendront la route d'Athènes. C'est peu. Mais dans la situation désespérée des Athéniens, chaque lance compte. Reste Sparte, la grande puissance militaire de la Grèce. Si les Spartiates acceptent de combattre, la partie devient jouable. Miltiade confie cette mission cruciale à Philippides, le meilleur coureur d'Athènes. L'homme doit parcourir 240 km à pied pour atteindre Lacédémone. Philippides part au coucher du soleil. Il court toute la nuit, traverse les montagnes de l'Attique, descend vers le Péloponnèse. Au bout de 36 heures d'efforts surhumains, il arrive à Sparte, les pieds en sang, le souffle court. Il s'effondre devant les efforts, les dirigeants spartiates, et délivre son message. Homme de Lacédémone, les Athéniens vous supplient de leur porter secours et de ne pas laisser la plus ancienne cité de Grèce tomber en esclavage sous le joug des barbares. Mais les Spartiates invoquent leurs lois religieuses. Les Carnéis,
fêtes en l'honneur d'Apollon, interdisent toute expédition militaire jusqu'à la pleine lune. Ils ne pourront partir avant 6 jours. Autant dire jamais, Philippides repart, le cœur brisé. Athènes combattra seule. Dans les rues d'Athènes, les trompettes sonnent la mobilisation générale. Tous les hommes libres âgés de 20 à 60 ans doivent prendre les armes. Dans chaque maison, on sort l'équipement militaire. Le casque de bronze au long cimier, la cuirasse de cuir bouilli, les cnémides qui protègent les jambes, le grand bouclier rond orné de l'emblème familial. Car l'armée athénienne n'est pas une troupe de métier, ce sont des citoyens soldats, des hoplites qui gagnent leur vie comme potiers, forgerons, marchands ou paysans, mais qui savent manier la lance et l'épée quand leur cité est en danger. Ils forment la phalange, cette formation de combat révolutionnaire où chaque homme protège son voisin de son bouclier. 9000 Athéniens répondent à l'appel, rejoints par les 1000 Platéens. 10 000 hommes au total. Face aux dizaines de milliers de Perses, le rapport de force semble désespéré. Mais Miltiade n'a pas dit son dernier mot. Ce vétéran de nombreuses campagnes militaires a observé les faiblesses de l'armée perse lors de ses combats en Thrace. Il sait comment s'y prendre. Les hoplites se mettent en marche vers Marathon dans la nuit du 16 au 17 septembre. Ils avancent en silence, guidés par des bergers qui connaissent chaque sentier de montagne. Au petit matin, ils atteignent les collines qui dominent la plaine côtière. Là-bas, sur la plage, scintillent les feux du camp perse. Le spectacle coupe le souffle aux Grecs. L'armée de Darius s'étend à perte de vue. Tentes, chevaux, chariots, soldats, tout un monde bariolé qui occupe plusieurs kilomètres de littoral. Pour la première fois, certains hoplites mesurent l'immensité de leur défi. Mais il est trop tard pour reculer. Miltiade déploie ses hommes sur les hauteurs qui commandent la plaine. Position défensive classique, mais qui recèle un piège. Si les Perses veulent attaquer Athènes, ils doivent d'abord déloger les Grecs de leurs collines. Mais s'ils tentent de contourner l'obstacle par la mer, les Athéniens peuvent redescendre vers leur cité et organiser la défense derrière les murailles. Pendant 5 jours, les deux armées se font face sans bouger. Les Perses campent sur la plage, les Grecs sur les hauteurs. Chaque matin, Datis et Artapherne examinent les positions grecques avec leurs officiers. Ces diables d'Athéniens ont choisi un terrain difficile. Une attaque frontale coûterait cher en hommes, et les généraux perses n'aiment pas gaspiller leurs soldats. Du côté grec, l'attente ronge les nerfs. Beaucoup d'hoplites n'ont jamais participé à une vraie bataille. Ils contemplent avec angoisse cette marée humaine qui grouille en contrebas. Certains désertent pendant la nuit, préférant rentrer chez eux plutôt qu'affronter la mort certaine. Miltiade ferme les yeux. Dans sa situation, chaque défection peut compromettre l'issue du combat, mais terroriser ces hommes ne servirait à rien. Les deux camps attendent. Mais quoi? Les Perses espèrent-ils des renforts? Comptent-ils sur la lassitude de leurs adversaires? Ou préparent-ils une manœuvre secrète? Miltiade ne dort plus. Il sent que l'heure décisive approche. Au 5e jour, les espions athéniens apportent une nouvelle cruciale. Une partie de la flotte perse a levé l'ancre pendant la nuit. Plusieurs dizaines de navires ont disparu, emportant avec eux une fraction de l'armée. Où sont-ils partis? Miltiade comprend aussitôt. Les Perses appliquent la stratégie suggérée par Hippias. Une partie de leur force va contourner l'Attique par le cap Sounion pour débarquer directement devant Athènes. Pendant que les hoplites grecs gardent Marathon, la capitale sera prise par surprise. C'est diablement malin. Si Miltiade reste sur ses collines, Athènes tombera sans combattre. S'il redescend vers sa cité, l'armée perse de Marathon le poursuivra et l'écrasera en terrain découvert. Dans tous les cas, les Grecs sont perdus. Mais le stratège athénien a prévu cette éventualité. Il rassemble ses officiers et leur expose son plan. Audacieux à l'extrême, presque suicidaire, mais c'est la seule chance de sauver Athènes. Les généraux grecs écarquillent les yeux. Jamais personne n'a tenté pareille folie. Pourtant, ils acquiescent. Ils n'ont pas le choix. 17 septembre 490. Le soleil se lève sur la plaine de Marathon. Dans le camp perse, tout semble calme. Les soldats préparent leur repas matinal. Les chevaux boivent dans les ruisseaux qui descendent vers la mer. Datis et Artapherne supervisent les derniers préparatifs du départ. Une partie de l'armée doit embarquer dans la matinée pour rejoindre la flotte partie vers Athènes. Soudain, un cri d'alarme retentit. Là-haut, sur les collines, quelque chose bouge. Les Grecs descendent. Ils quittent leur position défensive et s'avancent dans la plaine. Que font-ils? Se rendent-ils? Tentent-ils une sortie désespérée? Datis saisit aussitôt la situation.
Ces maudits Athéniens ont découvert la manœuvre perse. Ils attaquent maintenant pour empêcher le départ des renforts vers leur capitale. Malin, mais inutile. Même privés d'une partie de leurs effectifs, les Perses restent largement supérieurs en nombre. Cette charge grecque ressemble fort à un suicide collectif. Les tambours perses battent le rappel. En quelques minutes, l'armée se déploie sur la plage. Au centre, les meilleurs soldats, immortels perses et fantassins mèdes, guerriers d'élite rompus à tous les combats. Sur les ailes, les troupes auxiliaires, Scythes, Thraces, contingent des cités grecques soumises. Devant, les nuées d'archers qui vont cribler de flèches ces téméraires qui osent les défier en terrain découvert. Les hoplites grecs avancent en ordre serré. Leurs lances se dressent comme une forêt de fer, leurs boucliers scintillent au soleil levant. Ils forment une ligne de bataille sur toute la largeur de la plaine, 8 rangs de profondeur. Mais quelque chose cloche dans leur formation. Miltiade a étiré sa ligne au maximum pour éviter l'encerclement, affaiblissant dangereusement son centre. Les deux armées sont maintenant à 1500 mètres l'une de l'autre. Distance classique pour engager le combat. Normalement, elles devraient s'approcher lentement, échanger quelques volées de projectiles, puis se ruer l'une contre l'autre. Mais Miltiade brise toutes les conventions. En avant, hurle le stratège athénien et l'impensable se produit. Les hoplites grecs se mettent à courir. Pas le petit trot habituel des derniers remètres, mais une course effrénée sur plus d'1 kilomètre. Casques au vent, lances pointées, ils déferlent vers les Perses comme un torrent de bronze et de fer. Datis n'en croit pas ses yeux. Ces fous furieux chargent au pas de course en terrain découvert. Ils vont arriver essoufflés, désorientés, incapables de soutenir le choc. Ces archers vont les massacrer bien avant qu'ils n'atteignent les lignes perses. Mais la course folle des Grecs a un but précis. Réduire au minimum le temps passé sous le feu des archers ennemis. Les flèches perses sifflent, quelques hoplites s'effondrent, mais la masse continue sa ruée. En 3 minutes, elle a parcouru les 1500 mètres qui la séparaient de l'ennemi. Le fracas de l'impact résonne sur toute la plaine. Les deux armées se heurtent avec une violence inouïe. Au centre, les immortels Perses tiennent bon face aux Athéniens épuisés par leur course. Leurs écailles dorées brillent dans la mêlée. Leurs lances trouent les cuirasses grecques. Peu à peu, ils repoussent leurs adversaires. Mais sur les ailes, c'est une toute autre histoire. Les troupes auxiliaires perses, moins aguerries, moins motivées, cèdent devant la furie des hoplites grecs. Ces citoyens soldats, qui défendent leur patrie, se battent avec un acharnement que rien ne peut briser. Ils enfoncent les lignes ennemies, dispersent les fuyards, progressent vers la plage. Miltiade observe la bataille depuis une petite éminence. Son plan fonctionne à merveille. Il a volontairement affaibli son centre pour renforcer ses ailes. Maintenant que celles-ci ont percé, elles peuvent se rabattre sur les flancs des immortels. La tenaille grecque se referme sur l'élite perse. Datis comprend le piège, mais trop tard. Ses meilleurs soldats, qui repoussaient victorieusement le centre grec, se retrouvent pris en étau. Des deux côtés, les hoplites athéniens et platéens convergent vers eux. C'est la technique du double enveloppement, que les manuels militaires enseigneront pendant des siècles. Pris entre 3 feux, les immortels résistent encore quelques minutes. Mais la situation devient intenable. Leurs officiers tombent un à un sous les coups des Grecs. Leurs rangs se disloquent. La panique gagne. Pour la première fois de leur histoire, les invincibles immortels plient et se mettent à fuir. C'est la déroute générale. Toute l'armée perse reflue vers la plage dans un désordre indescriptible. Soldats, chevaux, bagages s'entremêlent dans une cohue sanglante. Les hoplites grecs poursuivent sans pitié, frappant dans le tas, achevant les blessés, capturant les traînards. Artapherne tente de rallier ses hommes près des navires. Quelques centaines d'immortels survivants forment un dernier carré autour des généraux perses. Mais c'est peine perdue. Les Grecs déferlent sur eux comme une marée dévastatrice. Artapherne lui-même tombe, transpercé par une lance athénienne. Datis parvient à embarquer in extremis, abandonnant sur la plage une grande partie de son armée. La bataille n'a duré que 3 heures. Quand le soleil atteint son zénith, tout est fini. Sur le sable de Marathon gisent plus de 6000 Perses, contre 192 Grecs seulement. Victoire écrasante, inespérée, miraculeuse. Mais Miltiade n'a pas le temps de savourer son triomphe. La flotte perse qui a contourné l'Attique doit approcher d'Athènes. Si elle débarque avant le retour des hoplites, la capitale tombera sans combattre. Tous les sacrifices de Marathon auront été vains. Debout,
hurle le stratège. Tous debout! Nous rentrons à la maison! Les soldats grecs, épuisés par la bataille, reprennent leurs armes et leur équipement. Pas question de traîner. Il faut regagner Athènes au plus vite. Commence alors l'une des marches forcées les plus célèbres de l'histoire. 42 kilomètres séparent Marathon d'Athènes. 42 kilomètres de sentiers de montagne que les hoplites vainqueurs doivent parcourir dans la fournaise de septembre. Casque, cuirasse, lance, bouclier. Chaque homme porte près de 30 kilos d'équipement. Mais aucun ne songe à s'arrêter. Pendant ce temps, un messager court devant l'armée pour porter la nouvelle de la victoire. Selon la légende, c'est Euclès, un jeune soldat athénien. Il traverse les collines à toute vitesse, arrive à Athènes le souffle coupé, s'effondre sur l'agora et balbutie avant de mourir « Réjouissez-vous, nous avons vaincu !» En fin d'après-midi, les hoplites atteignent Athènes. Ils ont parcouru 42 kilomètres en équipement de combat sous un soleil de plomb. Beaucoup titubent d'épuisement, certains s'effondrent aux portes de la cité. Mais ils sont arrivés à temps. Au large du Pirée, les voiles perses apparaissent à l'horizon. Datis a réussi à embarquer les débris de son armée et rejoint la flotte qui devait attaquer Athènes. Mais quand il découvre les remparts hérissés de lances, les tours occupées par des archers, les hoplites vainqueurs de Marathon alignés sur les murailles, il comprend que la partie est perdue. Les Perses croisent quelques heures au large, espérant peut-être une reddition de dernière minute. Mais Athènes ne bougera plus. La cité a prouvé sa détermination sur la plage de Marathon. Dépités, les envahisseurs mettent le cap sur l'Asie. La première guerre médique s'achève sur un échec retentissant. Marathon change tout. Pour la première fois depuis des siècles, l'armée perse a été vaincue en bataille rangée. Le mythe de son invincibilité vole en éclats. Dans tout le monde grec, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Ces barbares d'Orient ne sont pas invincibles. Une poignée de citoyens libres peut les mettre en fuite. À Athènes, l'euphorie est indescriptible. Les héros de Marathon sont portés en triomphe dans les rues. Miltiade devient l'homme le plus populaire de la cité. On frappe des monnaies à son effigie, on lui érige des statues, on compose des hymnes en son honneur. La démocratie athénienne a vaincu le despotisme perse, la liberté a triomphé de l'esclavage. Cette victoire donne aux Athéniens une confiance nouvelle. Ils se voient désormais comme les champions de la liberté grecque face aux tyrans orientaux. C'est le début de l'impérialisme athénien, qui culminera avec l'empire maritime du siècle de Périclès. Marathon légitime toutes les ambitions d'Athènes, mais Darius ne digère pas l'humiliation. Dans son palais de Persépolis, il jure de rayer la Grèce de la carte. Pendant 10 ans, il prépare une nouvelle expédition, encore plus massive que la précédente. Malheureusement pour lui, il meurt en 486 avant d'avoir pu prendre sa revanche. Son fils Xerxès hérite de sa haine et de ses projets. 25 siècles après, Marathon continue de fasciner. Cette bataille résonne comme un symbole éternel, celui du petit nombre qui refuse la fatalité, de la liberté qui triomphe de la tyrannie, du courage qui vainc la peur. Les ingrédients de cette victoire miraculeuse méritent d'être analysés. D'abord, l'unité grecque face au péril. Malgré leurs querelles habituelles, Athéniens et Platéens ont su faire front commun. Ensuite, l'intelligence tactique de Miltiade. Ce stratège de génie a su exploiter les faiblesses de l'armée perse et transformer un rapport de force défavorable en victoire écrasante. Mais surtout, Marathon illustre la supériorité du citoyen soldat sur le mercenaire ou l'homme de troupe. Les hoplites grecs se battaient pour leur liberté, leur famille, leur patrie. Face à eux, les Perses n'étaient que les instruments d'un despote lointain. Cette différence de motivation a pesé lourd dans la balance. Marathon montre aussi l'importance de la surprise et de l'audace au combat. La charge à la course des Grecs a complètement déstabilisé leurs adversaires. Parfois, briser les règles établies permet d'obtenir l'avantage décisif. Aujourd'hui encore, le nom de Marathon évoque l'exploit sportif. La course de fond de 4295 km, inscrite au programme olympique depuis 1896, perpétue le souvenir de cette bataille antique. Chaque année, des millions de coureurs dans le monde entier s'alignent sur cette distance mythique, reproduisant symboliquement la marche forcée des hoplites vainqueurs. Mais Marathon, c'est aussi un symbole politique. Cette victoire de la démocratie naissante contre le despotisme oriental a inspiré tous les combats pour la liberté, de la Révolution française aux printemps arabes, en passant par les résistances anti-nazies. Les peuples opprimés ont toujours puisé dans l'exemple de Marathon la force de croire en leur victoire finale.
Marathon nous enseigne qu'aucune cause n'est perdue d'avance, qu'aucun ennemi n'est invincible, qu'aucun sacrifice consenti pour la liberté n'est vain. Dans un monde où les démocraties sont parfois tentées par le découragement face aux défis qui les assaillent, cette leçon garde toute sa force. Sur la plage de Marathon, un tumulus abrite encore aujourd'hui les dépouilles des 192 Athéniens tombés ce jour-là. Simple monticule de terre et de pierre, mais chargé d'une émotion intacte après 25 siècles. Car ces hommes ne sont pas morts seulement pour Athènes. Ils sont morts pour une idée, celle qu'un peuple libre peut résister à tous les tyrannies. Marathon nous rappelle qu'il y a des combats qui valent la peine d'être menés, même contre toute espérance. Que la grandeur d'un peuple ne se mesure pas à sa richesse ou à sa puissance militaire, mais à sa capacité de dire non quand l'honneur et la liberté sont en jeu. Que parfois David peut vaincre Goliath, à condition d'y croire vraiment. Le 17 septembre 490 avant Jésus-Christ, sur une plage de l'Attique, 10 000 citoyens grecs ont changé le cours de l'histoire. Leur victoire a sauvé la démocratie naissante et ouvert la voie à l'âge d'or de la Grèce antique. Mais plus que cela, elle a prouvé qu'aucune force au monde ne peut asservir durablement un peuple qui refuse l'esclavage. Cette leçon de Marathon résonne encore aujourd'hui, aussi forte, aussi nécessaire qu'au premier jour. Car la liberté, contrairement à ce que croient ses ennemis, n'est jamais une cause perdue d'avance.